Un petit peu ce que ça représente, 160 milliards d'euros sur la France entière, c'est à peu près 8% du PIB. Il y a un engagement qui doit se faire de matériel reconditionné. C'est important de suivre à travers les différentes actions le fait effectivement d'aller vers un numérique plus responsable. On ne peut pas acheter 100% de son parc en reconditionné. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes heureux de partager cette heure qui va venir ensemble. On va échanger, parce que l'objectif c'est bien d'échanger aussi, durant ce moment, autour de la question de l'achat public. Et on va l'aborder de différentes manières. On va déjà peut-être un peu préciser ce que c'est que l'achat public, puisque finalement un événement comme la mêlée numérique rassemble nombre d'acteurs et d'interlocuteurs, et toutes et tous ne sont pas acculturés à la question propre du business dans le public, c'est comme ça que je vais le dire. Et puis ensuite on va le développer à la fois sur la question de l'IT et aussi sur celle du développement durable. Voilà. Nous avons trois invités aujourd'hui, trois invités de marque, voilà, que je remercie. Je remercie tous les trois pour votre présence et à qui je vais demander déjà de se présenter et de dire en quelques mots qui ils représentent, quelle entité ils représentent. Je vais laisser la parole à Sébastien Maire, qui est le directeur régional de l'UGAP en Occitanie. Eh bien voilà, pas mieux. Sébastien Maire, directeur régional de l'UGAP en Occitanie. Donc l'UGAP, c'est la centrale d'achat public. Très bien, bienvenue Sébastien, merci. Si on le fait comme ça, Delphine, vas-y. Donc Delphine Specht, directrice générale de l'ISETIC, qui propose un ensemble de solutions pour tout ce qui est un numérique plus responsable. Voilà, donc on ira plus dans le détail, je suppose, tout à l'heure. Exactement. Merci. Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et tous, Jean-Baptiste Ortega, je représente Frédéric Siva, qui est le président du réseau régional des achats durables en Occitanie. Alors vous l'aurez compris, on a trois aspects finalement de la question de la commande publique. Et pour commencer, je vais poser une première question à Sébastien Maire. Donc Sébastien Maire, vous représentez l'UGAP, qui est la grande centrale d'achat public. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que représente, on va le regarder sur la région, en plus c'est votre périmètre de compétences, que représente l'achat public, qu'est-ce que l'UGAP y fait, et peut-être en termes de questions numériques, comment se place l'UGAP? Alors ça va dépendre, en fait, j'ai combien de temps pour répondre? Quelques minutes quand même, on a 1 heure devant nous là. Oui, non, parce que... Soyez à l'aise. Alors on pourrait y passer des heures, puisque l'UGAP, alors ça veut dire l'union des groupements de l'achat public, ce qui veut à peu près rien dire. Même nous, lorsqu'on travaille à l'UGAP, on ne sait plus vraiment ce que cet acronyme signifie. Mais finalement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, puisque ce qui est de plus important, c'est que l'UGAP, donc UGAP, est devenu une sorte de marque dans le secteur public, une marque qui qualifie ou qui symbolise ou qui flash un petit peu dans les esprits donc de l'ensemble des administrations, une sorte de solution assez simple d'achat et qui se symbolise par cette marque UGAP qui permet donc à n'importe quel acheteur public de pouvoir acheter simplement, de pouvoir acheter d'une façon massifiée, c'est-à-dire de bénéficier de tarifs qu'une petite collectivité, par exemple, ne peut pas forcément avoir accès, puisque l'UGAP est une centrale d'achat France entière, et qui lui offre également une simplicité administrative. Alors ça, c'est le cœur et la source de notre existence. Simplicité administrative, c'est-à-dire que lorsque n'importe quel pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire toute administration, le pouvoir adjudicateur est obligé de respecter le code des marchés publics, la mise en concurrence préalable, la publicité, etc., a une alternative, c'est celle de passer par une centrale d'achat comme nous, ce qui lui permet de s'éviter ces démarches-là. Et d'ailleurs, de jure, au terme de la loi, n'importe quel acheteur public est réputé avoir satisfait à ses obligations de commande publique, donc celle-ci, celle du Code des marchés publics, dès lors qu'il est passé par l'UGAP. Donc il y a une simplicité administrative qui est très importante et qui offre depuis l'origine, nous existons depuis 1968, donc ça fait plus de 50 ans. C'est l'autre révolution de cette année-là, qui est beaucoup plus silencieuse, mais qui est tout aussi fameuse et connue, en tout cas dans le monde public. Et donc depuis l'origine, c'était ça, c'était de pouvoir offrir donc aux acheteurs publics cette solution-là. Alors, quand on dit acheteurs publics, ce sont les acheteurs des trois fonctions publiques. Fonction publique d'État, évidemment, fonction publique territoriale, donc toutes les collectivités, les départements, les Comcom, les communautés d'agglo, les syndicats, etc. etc. Également donc l'hôpital public. Donc l'UGAP, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est un immense catalogue de divers produits et services. Dans ce catalogue, on va trouver entre 1,2 et 1,3 million de références. C'est-à-dire tout ce qu'une administration peut acheter pour fonctionner, elle peut le trouver à l'UGAP. Toutes ces références sont gagées sur des marchés publics qui ont été préalablement faits. Donc lorsqu'une entreprise, et on y reviendra peut-être un petit peu, est référencée à l'UGAP, eh bien ça lui évite
de répondre à chacun des marchés publics de ces collectivités. Donc ça, c'est très important puisque donc, une administration, quelle qu'elle soit, peut très bien trouver, donc qu'elle soit État, territoriale ou hospitalière, peut très bien trouver tous les moyens de fonctionnement pour ses achats courants au sein de l'UGAP. Alors, il y a des limites. Nous ne faisons pas de médicaments, contrairement à certains de nos concurrents hospitaliers, puisqu'il y a des centrales d'achat qui sont dans d'autres segments. Nous ne faisons pas de bâtiments, c'est-à-dire qu'on ne construit pas. On est capable d'équiper tout ce qui est à l'intérieur d'un bâtiment, mais on ne construit pas, on ne fait pas du BTP, pour faire simple. Nous ne faisons pas d'armement, pour toutes les questions que vous pouvez imaginer, ce n'est pas totalement notre métier, ce n'est pas notre affaire. Donc, par contre, on est sur l'achat courant. Et aujourd'hui, nous pesons, France entière, 7 milliards d'euros achat-revente. Il n'y a pas d'autre équivalent en France et en Europe en matière de puissance de B2B. On est le premier opérateur de France sur le... Et ça, c'est quelque chose qui installe cette structure qu'est l'UGAP dans le paysage à la fois public et également dans le monde économique. Les débouchés commerciaux via notre structure sont de plus en plus effectivement intéressants. Peut-être, merci. Pour compléter le tableau, en Occitanie, que représente l'UGAP? Comment êtes-vous organisé? Oui, alors nous sommes organisés, l'UGAP en Occitanie, sur 2 sites de vente assez classiquement, Toulouse et Montpellier. Pas réinventer l'eau chaude, on s'est placé là où les 2 métropoles existaient, évidemment, avec une possibilité évidemment d'irriguer sur l'ensemble des 13 départements de la région. Parce que nous nous déplaçons, nous avons une 60aine de commerciaux, de personnel qui vont au contact des clients publics. Les entreprises qui sont référencées chez nous, ce qu'ils apprécient, c'est la plus-value qu'on peut leur apporter, en tout cas, c'est notre connaissance du monde public. En général, nous savons, je dis bien en général, puisque la perfection n'existe pas, nous savons qui a les clés de la décision interne. Vous savez qu'il y a certaines administrations qui peuvent être très complexes. Les collectivités territoriales font partie, en sociologie des organisations, les collectivités territoriales françaises font partie des organisations les plus complexes du monde. C'est une matrice absolument infernale, on ne comprend rien, qui a le pouvoir, qui fait quoi, comment ça marche. Et puis à chaque renouvellement démocratique, ça peut changer, et pas que. Entre les deux, ça peut aussi changer. Bon, nous, c'est notre métier, de savoir dans ces couloirs à peu près comment on peut se repérer. Le métier de nos fournisseurs, c'est leur métier, ce sont eux les spécialistes, ce sont eux les experts. Nous, on sait parler à peu près le même langage que vous, quand vous êtes embarqués avec nous, mais les spécialistes et les experts, c'est eux. Donc on s'appuie comme ça sur une équipe, et aujourd'hui, nous représentons à peu près 350 millions d'euros d'achat-revente ici en Occitanie pour 2200 clients. Et donc, bon an, mal an, à peu près toutes les administrations d'Occitanie ont été, ou sont, ou vont, ou seront clients de l'UGAP. Merci. Dernière question pour cette introduction. On est ici avec la mêlée numérique au cœur de l'innovation, des incubateurs, des startups. Il y a de la place pour ce type de performance au sein de l'UGAP? Oui, parce qu'il y a de la place à 2 titres. La première, c'est que nous, on aime bien les entreprises locales. Alors, vous me direz, mon homologue qui est dans une autre région va vous dire exactement la même chose. Bon, enfin, chacun son métier, les vaches seront bien gardées, comme on dit. Moi, mon métier, c'est de valoriser le tissu économique local de l'Occitanie. Donc chaque fois qu'il y a une start-up, une innovation qui vient de notre territoire, eh bien c'est quelque chose qu'on va sourcer, qu'on va porter, parce qu'on peut en faire toute la place dans notre catalogue. On peut accueillir des solutions innovantes que nous n'aurions pas. Si bien évidemment nous avons déjà une solution qui est intégrée au catalogue qui est là-dessus, on ne va pas faire une concurrence à nos propres titulaires. Les marchés obligent. Et ça, on est tout à fait capable d'intégrer. Alors il y a 2 possibilités d'intégrer une solution innovante ou moins innovante, en tout cas une solution locale, une solution portée par une start-up, une entreprise un peu plus grosse ou un peu plus assise dans le paysage économique local. La première solution, c'est de répondre à nos appels d'offres. Nous avons un volant d'appels d'offres permanent, c'est-à-dire qu'on a, pour avoir ces 1,2 million de références, eh bien, on a plusieurs centaines de marchés qui sont actifs, près de 700 marchés qui sont actifs, qui se renouvellent tous les 3 ou 4 ans. Donc, il y a quelque chose en continu. On est prêt à vous accompagner pour que vous puissiez être sourcés auprès de notre siège. Notre siège se trouve à Champs-sur-Marne. Ce sont eux qui passent les marchés et qui achalandent notre catalogue. Nous, en région, on s'occupe ensuite de la promotion de ces références, de la partie commerciale. Donc on est prêt à accompagner. Il y a également d'autres possibilités, c'est de vous adosser lorsque la solution le requiert, et c'est souvent ce que l'on trouve ici donc avec les éditeurs et les solutions logicielles, c'est de vous adosser à nos marchés de distribution là-dessus. Donc ça, on sait aussi travailler là-dessus, ça c'est une autre possibilité. Donc c'est tout à fait possible à partir du moment où, la solution nous paraît être pertinente,
2 où il y a des débouchés publics qui sont tout à fait accessibles, pertinents, et 3, alors c'est encore mieux lorsqu'il existe déjà des références. Merci de cette présentation très complète. Je vous propose de garder vos questions. Il y aura un petit tour d'échange après avec la salle. On vient donc de parler d'une centrale d'achat avec une vision globale. On va maintenant se pencher du côté des acheteurs. Et je vais laisser la parole à Jean-Baptiste Ortega qui va nous raconter cette grande aventure de la création de Rézoc, ce réseau des acheteurs durables en Occitanie. Jean-Baptiste, je vous laisse la parole et les slides et tout ce qui va avec. Merci beaucoup, qui est un réseau tout naissant. Je vais prendre mon micro. Rézoc, donc le réseau de la commande publique responsable en Occitanie, qui est né en 2020 par initiative de l'ADEME, qui voulait justement accompagner les structures qui sont soumises au code de la commande publique dans l'intégration de critères environnementaux et sociaux. Vous avez vu que la réglementation évolue. On a le même public que l'UGAP, sauf que nous, on a une focale particulière, c'est le développement durable. Monter un marché, c'est complexe, mais en plus, intégrer des critères environnementaux et sociaux sur toutes les familles d'achat, vous imaginez, pour une petite ville, ça peut être complexe. Donc on est là pour simplifier, enrichir la démarche. L'ADEME nous a aidés, ensuite la région Occitanie nous a aidés, et donc c'est l'association Cinétique qui a incubé donc le portage de Rézoc avec un groupe de travail, porter la feuille de route technique, le modèle économique, la gouvernance, pour que en mars de cette année, on puisse en AG constitutif lancer ce réseau et colorier l'Occitanie de cette belle couleur. C'est quoi? C'est du rose un peu foncé. Et donc là, vous voyez que vous avez pratiquement l'entièreté du territoire qui est représenté. Il reste encore un petit bout dans le Grand Est. Et donc Rézoc rejoint les gros réseaux historiques. Peut-être que vous avez connaissance de RGO, le réseau Grand Ouest qui est devenu Réséco, le réseau 3R en Nouvelle-Aquitaine. Donc on a rejoint ces réseaux historiques et on partage un objectif commun qui est justement d'appuyer la montée en compétences vers cet achat public durable qui n'est pas forcément simple, mais qu'il faut orchestrer, animer, accompagner, et dans une coordination nationale qui est le ministère de la Transition écologique via le CGDD, le Commissariat général au développement durable. Donc on est unis par une même mission. L'achat public durable, c'est assez simple, c'est le fait d'intégrer des considérations environnementales, sociales, économiques dans toutes les familles d'achat que vous pouvez imaginer, prestations, fournitures, travaux. La commande publique, alors peut-être que vous pourriez le spécifier en Occitanie, là j'ai un chiffre juste pour vous donner un petit peu ce que ça représente, 160 milliards d'euros sur la France entière, c'est à peu près 8% du PIB, donc c'est pas l'épaisseur du trait, c'est quand même conséquent, et c'est un levier assez intéressant de transformation des territoires et de l'économie. C'est que globalement, on va faire évoluer les modes de production des entreprises, de fournitures, de travaux, vers justement ces considérations environnementales que vous allez retrouver dans votre marché public. Donc du coup, c'est une façon de faire bouger un peu les lignes de l'offre et aussi la demande. Donc on trouve ça intéressant dans un contexte réglementaire qui n'arrête pas de bouger, qui est favorable. Depuis la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, la loi AGEC qui vous intéresse plus particulièrement, messieurs et mesdames du numérique, qui s'est concentrée également sur la loi pour la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui va chercher justement à rallonger le cycle de vie du produit, de l'appareil numérique. On voit que le contexte réglementaire est favorable, sauf qu'il faut l'accompagner. Et donc ça fait partie de nos missions. On a 3 axes stratégiques au sein de Rézoc: fédérer tous les types d'acteurs et parties prenantes en Occitanie, appuyer la montée en compétences. On anime des groupes de travail, vous les voyez à l'écran. Le numérique, c'était l'année dernière, où on a monté une fiche technique. Et l'idée, c'est de pouvoir, dans une logique, dans une méthode analyse cycle de vie, de pouvoir regarder l'impact environnemental, social, économique sur chaque phase de vie d'un produit, d'une presta, etc. Pour voir sur quoi on peut opérer pour justement avoir l'achat public le plus vertueux. Jusqu'à re-questionner l'analyse du besoin vers plus de sobriété. On fait pas mal de choses, on organise des matinales et on structure, on anime ce réseau occitan fraîchement créé. Pour nos adhérents, on a 2 belles pépites occitanes. On a, commande du ministère de la Transition, monté le MOOC Engagez-vous dans l'achat durable. Aujourd'hui, c'est 1500 acheteurs publics qui ont été formés. Et donc, les structures soumises au code qui sont adhérentes bénéficient d'un accompagnement collectif pour suivre ce MOOC, qui est gratuit. Et deuxième pépite, on va lancer dans quelques semaines la fresque des achats publics durables PNAD, autre commande du ministère,
qui va se déployer sur France entière pour justement accompagner les acheteurs publics dans un peu le vadémécum, les outils pour lancer un achat public qui intègre ces considérations environnementales, sociales. Bon, on fait pas mal de choses, on anime des groupes de travail, on a une veille juridique 30-30 pour nos adhérents et on fait aussi des choses pour nos non-adhérents. On se déplace dans tous les départements pour faire des matinales, pour prendre le bâton de pèlerin et aller prêcher la bonne parole de l'achat public durable. Et on organise aussi des rencontres acheteurs-fournisseurs pour muscler un petit peu le sourcing des acheteurs et faire connaître les savoir-faire, l'innovation des entreprises. C'est important d'assurer ce maillage entre l'offre et la demande. Et on a également, si vous êtes collectivité, c'est un service qui est gratuit, le guichet vert, qui est un service de conseil environnemental de premier niveau pour pouvoir vous accompagner sur l'intégration de cette considération environnementale avec en ligne de mire l'objectif PNAD, donc c'est le plan national pour des achats durables qui oblige à horizon janvier 2026 pour les acheteurs publics d'avoir au moins une considération environnementale dans chacun de ces marchés. Donc c'est massif, c'est compliqué, on est là pour les accompagner. Donc les groupes de travail 2024, vous les avez, donc mobilier de remploi, économie circulaire et BTP, coût global, ACV, économie de la fonctionnalité, ESS commerce équitable. Et l'année dernière, on avait donc monté une fiche technique autour du numérique responsable pour repréciser aux acheteurs le contexte réglementaire et donner des recommandations à chaque step de l'achat public, depuis l'analyse du besoin, le sourcing, le CTP, etc. Bon là, vous avez notre actualité. Normalement, c'était Blandine, notre super animatrice, qui devait être là aujourd'hui, mais elle est pas très loin à la Cité pour animer une journée sur les biodéchets. Donc je suis votre humble serviteur pour la journée et on se balade un petit peu à Tarbes, Toulouse, Montpellier. On part à Paris pour le congrès, le trophée des commandes publiques à Paris le 5 novembre. Et peut-être une petite focale sur notre CA. Donc la région Occitanie qui est présidente, le Grand Cahors qui est vice-président, et on a les deux métropoles, on a le CD31, CD34, Blagnac, le Sicoval, le Grand Narbonne, enfin vous voyez les logos à l'écran. Et depuis donc mars 2024, hein, vous voyez l'asso est assez récente, on a 25 adhérents, et l'ENAC qui nous a rejoints, Tisséo, Perpignan, Rivesaltes. Donc on a des gros, on a des petits. Les petits qui ont besoin d'aide, parce que comme vous le disiez très justement, ben c'est complexe, il faut les accompagner. Et les plus gros sont soumis notamment à des SPASER, des schémas de promotion des achats responsables. Dès que vous faites plus de 50 millions d'achats, ben vous devez justement promouvoir un schéma directeur et on est là aussi pour les aider. Voilà en quelques mots et je vous donne les contacts de Blandine qui sera ravie de vous accompagner. Justement, une petite question pour les acteurs économiques qui sont dans la salle. Comment on rencontre les acteurs de Résoc? Alors, nous, on cible spécifiquement les acheteurs publics. Par contre, quand on organise des rencontres acheteurs-fournisseurs ou que nos adhérents, notre conseil d'administration, visent une famille d'achat particulière, ben c'est là où, effectivement, on peut faire du sourcing, voir un peu des REX innovantes collectivités qui ont acheté intelligent. Et c'est là où on peut faire témoigner des entreprises locales pour justement faire savoir vos innovations, votre savoir-faire. Merci Jean-Baptiste. Alors, on a commencé par une centrale d'achat et avec aussi son contour juridique. Là, on est passé du côté des acheteurs et de son organisation. Et donc, bien évidemment, on ne serait rien si on ne parlait pas de solutions, si on ne parlait pas de choses concrètes. Delphine Specht, tu es là avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'ISETIC et de cette solution et de ce qu'elle apporte aujourd'hui, notamment au regard des questions environnementales et sociales? Absolument. Donc en fait, on est les faiseux. Donc la partie LISETIC, c'est notre cible au démarrage, c'était plutôt les entreprises privées, où on propose des contrats de location de tout ce qui est matériel informatique. Et on a été un peu en destruction du marché qui incite, avec des contrats de location, à du renouvellement de matériel. Donc on a souhaité construire un outil qui pour nous avait du sens. On a eu le label Finance Innovation. Et l'objectif, c'est de proposer des contrats de location qui permettent l'allongement de la durée d'usage. Voilà. Bon, pour l'instant, ça reste dans le monde du privé. Je reste un peu frustrée. J'ai noté qu'il fallait que je prenne des rendez-vous avec mes confrères. Donc, pour peut-être que à la prochaine intervention, je vous dirais qu'on a réussi à trouver comment faire en sorte que la commande publique puisse être adressée comme les entreprises privées. Mais ça, c'est un sujet. Dans le LISETIC, quand on l'a créé en 2017, l'objectif, c'était de faire des contrats de location, mais aussi d'y mettre de l'éthique. Donc pour nous, c'était important de travailler avec le tissu local.
C'était important d'avoir un vrai impact écologique et sociétal. Donc, alors je vais saluer Louis qui est dans la salle. On a pris des parts dans une entreprise, une start-up qui fait de la réparation de matériel, de smartphones avec un procédé très original. Donc je vous invite à aller les rencontrer. Ils font de la réparation, c'est super important. Plutôt que de jeter votre matériel informatique, faites-le réparer. On fait travailler des entreprises adaptées puisqu'on a mis en place une plateforme de revente de matériel reconditionné qu'on proposait aux entreprises pour les collaborateurs ou les agents, voilà, histoire de mettre tout le monde, d'impliquer tout le monde dans cette logique de numérique responsable. Donc, entre la plateforme, le reconditionnement, le SAV qui est assuré par des entreprises adaptées, y compris la partie gestion de fin de vie du matériel. Donc peut-être, vous avez du matériel dans vos placards, à chaque étage, dans chaque bureau, pour le fameux au cas où. Si vous n'en avez pas l'usage, on peut venir le récupérer, faire en sorte de valoriser ce bien, cet actif, vous mettre dans un cercle vertueux, parce que c'est fondamentalement ce qu'on croit, donc faire en sorte de partager la valeur avec vous. Et j'allais dire, voilà, c'est plein de petits gestes. Si je devais reprendre un témoignage du DSI de SPI France, qui est notre client, qui dit c'est 80 PC de moins par mois, 1000 par an en moins, soit 1 million d'économies de budget et 300 tonnes de CO2. C'est ce genre de petites choses. Voilà, il n'y a pas besoin de grands bouleversements. Et puis, j'allais dire, pour revenir au sujet de la commande publique et de l'UGAP, on a également développé une solution logicielle qui s'appelle Colibris. Pour chacun fait sa part. Vous voyez les jeux de mots, c'est l'avantage. Donc Colibris, en fait, vous permet de mesurer ce que vous utilisez réellement, ce que vous avez réparé, toute la partie gestion de vos assets aujourd'hui dans votre parc IT, télécom ou licence, pour est-ce que vous payez réellement ce que vous utilisez, est-ce que vous utilisez surtout ce que vous payez, ou juste en faisant cette analyse et cette gestion des écarts, il peut y avoir des économies et des réductions qui se font assez rapidement sans bouleversement. Et donc, je ne sais pas ce qu'on me souffle, mais oui, absolument. Et pour finir l'exemple, merci beaucoup. Allez poser la question. Voilà, c'est deux animateurs. Donc, on a aujourd'hui, par exemple, le Conseil régional d'Occitanie, pour ne pas le citer, qui est notre client, qui a eu le label numérique responsable niveau 2. Et pour tenir ses engagements sur 18 mois, il y a plus de 80% des engagements qui sont suivis dans l'application Colibris. Sur le taux de réparation, sur le taux de reconditionné, on a parlé de la loi Rennes ou de la loi AGEC. Voilà, il y a un engagement qui doit se faire de matériel reconditionné. C'est important de suivre à travers les différentes actions le fait effectivement d'aller vers un numérique plus responsable. Voilà. Merci Delphine. Avant peut-être de prendre une première série de questions, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a eu non pas un gros mot, mais un peu un gromelot qui a été prononcé tout à l'heure à la fin de l'intervention de Jean-Baptiste, c'est spazer. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le spazer aujourd'hui, ou est-ce que ça vaut peut-être le coup qu'on l'explique un petit peu? Jean-Baptiste, c'est un sujet pour vous, ça, hein? Bon, c'est quand même, je suis l'animateur, je peux même. En fait, chaque acheteur public qui dépasse, alors hier c'était 100 millions, aujourd'hui c'est 50 millions d'achats, est obligé justement de faire valoir un schéma directeur qui va présenter ses engagements en faveur de l'environnement et du social. Alors, chacun est libre de projeter, en tout cas, avec des indicateurs qui doivent être mesurés, vérifiables. Et donc, voilà, s'engage dans un plan de progrès pour justement améliorer ses achats et avec la focale qu'il souhaite. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Je sais pas si tu veux... C'est ça, tout à fait. C'est là que c'est devenu obligatoire, finalement. C'est-à-dire que c'est vraiment un schéma directeur qui engage tous les acteurs publics à respecter une somme de normes très importante. Mais là, je me tourne vers Sébastien Merde. Du coup, c'est toute cette bascule finalement vers de nouvelles normes environnementales et sociales, ça fait, je vais pas dire ça fait changer le métier, mais ça vous oblige un peu à rendre davantage de compte sur le contenu de vos marchés. Vous faites quoi, des reportings, des choses comme ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'achat public, là, sur ces dernières années, sous l'impulsion effectivement de nouvelles orientations de type spazer, qui est tout simplement une stratégie RSE d'entreprise, mais appliquée au monde public. Pour bien comprendre un petit peu le sujet, fait que depuis quelques années, le métier d'acheteur public a considérablement évolué. Aujourd'hui, il y a une préoccupation qui est à la fois normative, en matière de critères sociaux, environnementaux, économiques. C'est une obligation normative, on l'a rappelé, mais c'est aussi une obligation de plus en plus politique. Il faut rappeler que pour les acheteurs publics,
et notamment dans le monde territorial, la délibération prime, le retour sur cette délibération prime également. Il faut être en capacité de démontrer que sur X millions d'euros d'achat courant, voilà ce qui a été consacré, donc qui a participé à la protection environnementale, à la garantie d'un certain nombre de critères sociaux et au maintien du tissu économique local. Donc c'est très impactant, à la fois dans notre métier relationnel de vente, c'est-à-dire de prise en compte du besoin du client, puisqu'il y a de plus en plus donc cette demande-là, ça c'est réel. Et donc nécessairement, comme nous sommes un modèle d'achat pour revente, ce qu'on va devoir vendre, il faut qu'on le retrouve dans ce qu'on achète. Et donc dans nos marchés aujourd'hui, tous nos marchés, à quasiment 100%, 97% exactement, ont un critère, au moins un critère environnemental. Tous nos marchés, près de 85%, ont un critère d'insertion sociale. Et en matière économique, nous faisons en sorte d'avoir dans nos titulaires un volant de titulaires, donc de PME, ETI, très important. Aujourd'hui, on est à plus des 2/3 de nos titulaires. On a 3500 titulaires de premier rang. On reviendra peut-être sur cette expression-là. 3500 titulaires. Donc les 2/3 de ces titulaires sont des petites et moyennes entreprises ou des ETI. Donc voilà, nous avons une obligation en tant qu'établissement public, évidemment, de respecter la loi, de respecter la règle, et aussi ensuite en tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial, donc c'est spécificité particulière de notre statut. En matière commerciale, on a cette obligation parce que c'est une demande de nos clients. Et nos clients sont les administrations d'État, territoriales et hôpitaux, qui les trois doivent suivre ces obligations de reporting, etc. Donc ça nous oblige énormément. Et aujourd'hui, quand un client public passe par une centrale d'achat comme la nôtre, la garantie que nous savons lui rendre compte pour lui dire oui, sur X achat, voilà ce qui a été de l'ordre environnemental, voilà ce qui est de l'ordre social, etc. Et ça, on est un des rares, sinon le seul à pouvoir le faire. Merci. Alors, est-ce que cette première série d'interventions appelle des questions de votre part? Est-ce qu'il y a besoin de précision? Est-ce qu'il y a besoin d'une traduction en chinois? Non? C'est assez clair? De quoi? En C++. Oui? Bien sûr. Yann Driouti de la métropole de Montpellier. J'ai évidemment pris contact avec l'UGAP pour certains marchés, notamment sur le numérique responsable. Et en fait, une proposition qui venait avec un partenaire qui serait à Paris. Et moi, j'aurais été intéressé par des partenaires plus locaux, justement. Sauf que pour qu'ils intègrent l'UGAP, apparemment, c'est pas gagné pour eux. Et ça prend du temps. Et peut-être que ce temps-là, le temps qu'ils s'inscrivent dans un processus, les marchés passent. Voilà une question. Comment font les partenaires locaux pour s'inscrire dans l'UGAP? Oui, alors ça fait écho un petit peu aux deux dimensions dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que nous avons des titulaires de premier rang qui sont les soumissionnaires de nos marchés. Donc les titulaires de nos marchés, ils ont donc soumissionné à nos appels d'offres. Et donc, vous êtes donc bien placé pour le savoir à la métropole que répondre à un appel d'offres, ensuite le traiter, ça prend du temps. Duralex, c'est de l'ex. C'est comme ça. On a beau être diligent, il y a des étapes obligatoires dans la passation d'un marché public. Et nous, nous n'agissons pas contre allégem. On applique la loi, on applique les règlements, etc. Il y a une deuxième voie, là, pour le coup, qui est beaucoup plus opérationnelle, qui est ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure, qui est donc de passer par nos marchés distributeurs. C'est-à-dire que nous sommes tout à fait capables, mais encore faut-il, si vous voulez, qu'on puisse se rencontrer, de rencontrer donc cette entreprise éventuellement locale, cette solution locale, de la sourcer, de la qualifier. Et si celle-ci, effectivement, ne rentre pas en concurrence avec une solution qu'on embarque déjà, ou effectivement correspond à un usage public ou un besoin public, nous sommes tout à fait capables de l'intégrer en l'espace de quelques jours ou quelques semaines. Aujourd'hui, ça peut aller très très vite. Alors ça, on sait le faire sur des solutions logicielles, sur des solutions de conseil. Sur le marché de conseil, on a aussi un volant de marché de conseil qui défraie parfois la chronique, n'est-ce pas, et l'actualité. Mais enfin, les administrations ont besoin parfois de bénéficier de conseils qu'elles ne trouvent pas auprès de leurs collaborateurs. Donc c'est tout à fait un usage normal. Donc ça, on peut très bien intégrer des bureaux d'études locaux dans nos marchés de distribution. Puis après, on va le trouver plus prosaïquement sur des marchés de distribution en matière d'hygiène et de sécurité, où là aussi, on a énormément d'acteurs locaux. Mais bon, c'est pas trop le sujet de notre journée. Mais ça, non, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations?
Ouais. Bonjour à tous et merci de cette présentation. Je suis Louis Métairie de la société Synsis, donc entre guillemets nous sommes les mains de l'ISETIC. C'est nous qui nous occupons des parcs et de la récupération et de la seconde vie pour les remettre sur une plateforme que vous connaissez peut-être tous qui s'appelle Back Market. C'est une question et plutôt une invitation. Nous voyons les parcs en retour de près avant leur deuxième vie. Et nous répondons aussi aux appels d'offres pour la fourniture en reconditionné du marché public. Et nous avons quelquefois de grandes différences entre ce que nous récupérons et ce qui potentiellement va servir pour le marché de reconditionné et les demandes qui sont émises pour ce marché du reconditionné. Donc je vous invite à venir nous voir parce que le marché du reconditionné est un marché en soi, mais un marché très différent du marché neuf. Et on ne peut pas faire forcément, il y a des contraintes. On ne peut pas récupérer en reconditionné des machines de l'année dernière. Vous imaginez bien qu'il faut qu'elles aient une première vie suffisamment longue avant d'entrer dans la deuxième. Donc nous sommes à Blagnac et à Toulouse. Nous vous invitons à venir nous voir pour discuter et pour voir vraiment ce qui se passe et comment ça se passe, le reconditionné. Voilà. Merci de ce témoignage. Je peux mettre une petite réaction complémentaire à ça. Monsieur a tout à fait raison. En fait, nous, ce que l'on perçoit, c'est que les acheteurs publics sont un peu à la croisée des chemins aujourd'hui avec des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a une obligation qui se traduit la plupart du temps par une volonté de bonne foi de pouvoir donc aller jusqu'au bout des reconditionnements, d'offrir donc une seconde vie à l'ensemble des produits, notamment en matière numérique. Donc voilà pour une partie d'injonction, mais il y a d'autres injonctions qui sont l'homogénéité du parc informatique, la déstructuration éventuelle des usages que ça peut occasionner. Et là, les acheteurs publics se retrouvent donc sur ce thème-là, sur des injonctions qui sont aujourd'hui incompatibles. Enfin, en tout cas, ils ont du mal aujourd'hui à dépasser. Je crois que sur ces matières-là, on apprend à peu près tous en marchant actuellement. C'est encore récent, même si la loi AGEC, plus on avance et plus elle est quand même derrière nous, donc on se dit que ça devrait quand même rentrer dans les usages, mais nous aussi on bute là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes intentions, mais une fois qu'on passe aux travaux pratiques, en disant voilà ce que ça suppose un parc reconditionné, là il y a des conflits d'usage qui vont arriver et où l'acheteur public va ouvrir le parapluie en règle générale, parce que sinon il ouvre la boîte à claques. Oui. Il faut une acculturation là-dessus pour essayer de comprendre. Delphine, vous voulez dire une précision ? Oui. En fait, je voulais dire plusieurs choses. Il y a plein de super idées, il y a plein de super acteurs, il y a plein de talents. Et j'allais dire, il faut vraiment qu'on réussisse à travailler tous ensemble. Je suis intimement convaincue. On prêche, on est militant, on va prêcher auprès des entreprises privées, j'en parlais, ou des grosses entreprises, parce que c'est là où on retrouve des volumes de parcs IT qui sont similaires, que ça a un impact aussi en disant peut-être qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faut trouver le bon curseur aussi. Garder du matériel 8 ans, est-ce que ça a vraiment du sens ? Est-ce que le fait de l'utiliser 5 ans, puis de permettre une deuxième vie pour avoir de nouveau un parc homogène en volumétrie, parce qu'effectivement les clients finaux, on sent bien que la loi AGEC et Rennes, ça partait effectivement d'un bon sentiment. Il y a eu au début certaines histoires où les gens ont des mauvaises expériences parce que c'était pas la qualité de service attendue. Depuis, ça a quand même bien évolué et surtout effectivement c'est une question de volumétrie, c'est-à-dire pour pas qu'on se retrouve avec un parc complètement hétérogène et que ça soit la prise de tête pour les DSI, il faut du volume. Donc j'allais dire, il faut qu'on soit tous acteurs. Et un élément important également pour moi, c'est toute la précarité numérique. On parle de numérique responsable, on parle de sobriété numérique. La précarité numérique, elle existe. Quand en période de Covid, vous avez des familles avec 3 gamins qui doivent suivre des cours à l'école et qui n'ont pas 3 PC, l'égalité des chances, elle commence là. Et ça sert à rien juste de le raconter. Il faut juste que chacun soit convaincu qu'on peut avoir un impact. Donc que ce soit du privé, que ce soit du public, que ce soit des petites start-up ou des gens qui ont du talent avec des métiers d'avenir, la réparation, la formation, le fait d'inclure cette boucle où chacun va participer à la hauteur de son potentiel, de son envie. C'était aussi le message que je souhaitais faire passer. C'est pas les uns ou les autres, c'est les uns avec les autres et chacun a une part à prendre. Oui.
Je laisse la parole. Oui. Oui, bonjour, Anne-Claire Dubreuil, directrice de projet transformation numérique au Sicoval. Pour rebondir, je suis tellement convaincue par ce message. Bon, peut-être vous dire quand même qu'à l'échelle régionale, on y travaille avec la mêlée, avec RINOC, qui viennent bénéficier de financement public de l'État pour pouvoir mettre en œuvre à l'échelle régionale plus qu'une réflexion. Maintenant, ça fait quelques mois qu'on réfléchit à partir de ce qui s'était passé au Sicoval sur la boucle locale de reconditionnement. Mais il y a le département de la Haute-Garonne, il y a le département de l'Hérault, il y a Montpellier Métropole. On est plusieurs à essayer de se dire comment on peut construire à l'échelle régionale, donc de l'Occitanie, une filière reconditionnée. Alors nous, on est plutôt branchés sur la question des personnes en précarité numérique, avec tout l'accompagnement que ça suppose, mais ça peut être bien au-delà. Parce que moi aussi, dans ma collectivité, voir comment ça traite le parc informatique, ça doit répondre aussi à la loi Rennes et à la loi AGEC. Donc il y a un vrai gisement, enfin, il y a un potentiel, mais aujourd'hui, il n'est pas organisé, il n'est pas structuré. Puis à la DSI, me dit, bah ouais, mais le parc, il n'existe pas, le parc reconditionné. Comment je réponds aux obligations de la loi AGEC? Donc il y a vraiment besoin d'organiser cette filière. Il y a un vrai enjeu à ce que tous les acteurs se mettent autour. Je sais que Louis y contribue fortement pour que ça puisse après aussi répondre à nos besoins de collectivité, où on doit répondre à ces obligations réglementaires. Donc voilà, mettons-nous tous ensemble. Je suis tellement convaincue de ce message-là. Il y a de la place pour tout le monde. Créons des micro-archipels, des micro-boucles locales qui permettent en fait aux entreprises de se dire oui, je rends service à mon territoire et je connais les personnes qui vont en bénéficier ou les structures qui vont en bénéficier. C'est ça qui a fait la force de notre boucle locale sur le Sicoval. Mais par contre, imaginons quand même une structuration à l'échelle régionale pour que ça puisse tenir debout au niveau modèle économique. Je passe la parole. Je vais rajouter à ce qu'a dit Louis et Delphine. Il y a une réglementation qui change, qui est effectivement la loi Rennes, 20% de reconditionnés, etc. Et l'idée communément admise, c'est qu'il n'y a pas les quantités nécessaires et la qualité nécessaire pour fournir ce marché. Donc comme c'est le cœur de notre métier, aujourd'hui on a trouvé. On a trouvé, et un peu comme le vélo commence à s'implanter un peu partout, on le voit chez nous, il y a des pays dans lesquels ça fait un moment qu'ils roulent en vélo. Ben pour le reconditionner, c'est un peu pareil. Donc on est toujours en Europe, on est un petit peu plus au nord, et aujourd'hui on est capable de fournir des matériels reconditionnés qui ont 3 ans, mais c'est pas juste nettoyage, blanchiment, etc. C'est du matériel remis à neuf. Si je vous le remets entre les mains, vous ne sauriez pas faire la différence avec un matériel neuf, et avec la capacité de production en milliers de machines identiques, c'est-à-dire la capacité à répondre à la commande publique sur ce sujet-là. Et effectivement, c'est des sujets qui sont encore assez inconnus, qui évoluent très très vite. Et ce sujet-là aussi, et nous en tant que société privée, alors plus start-up, parce qu'après 8 ans on n'est plus des start-up, mais la commande publique pour nous c'est extrêmement important, parce que chez Louis, ils forment des techniciens à la micro-soudure, à des nouveaux métiers, des métiers qu'on faisait dans les années 90 mais qu'on ne faisait plus parce que c'était devenu inconsommable. Pourquoi? Parce que par exemple tout ce qui est inférieur à 350 € ne s'amortit pas dans un bilan, ça passe en charge, donc on n'inventorie pas les matériels, et donc ça part à la poubelle comme si c'était des cartons, etc. Donc tous ces changements-là font qu'aujourd'hui, il y a une réindustrialisation qui se fait en local, avec des ateliers, avec des fers à souder, avec des binoculaires, etc., où on refait des métiers des années 90. Pourquoi? Parce que euro constant, un PC de 1995 vaudrait 15 000 €. Or aujourd'hui, c'est 650-700 € dans les entreprises. Donc on lui a fait perdre sa valeur, alors qu'il a une valeur de matière qui est extrêmement forte. Voilà. Il faut rappeler quand même qu'un smartphone, ce que vous avez dans vos poches tous, c'est à peu près l'équivalent en matière de votre poids, c'est 65 kg. Voilà, pas pour moi, mais un PC, c'est 600 kg de matière extraite du sol. Donc c'est écologiquement grave. Voilà, donc il y a vraiment une réindustrialisation à faire, et la commande publique est hyper importante pour nous, les startups, qui développons des nouvelles solutions qui n'existaient plus. Et à ça, on peut rajouter la raréfaction, justement, pour accéder à ces nouvelles ressources qui sont rares, avec des pressions qu'on a pu voir sur les marchés internationaux, où dès qu'il y a une crise, c'est compliqué de se fournir. Donc c'est vrai que pouvoir imaginer une économie locale avec des habitants locaux qui bossent dans des usines locales, c'est un peu ce qu'on essaye de faire par le truchement de ces injonctions réglementaires qui sont jugées un peu chiantes pour certains, mais qui, habilement orchestrées, permettent de faire ce qu'on disait tout à l'heure, un peu de localisme. Alors on n'a pas le droit de le dire, mais on le dit quand même. Mais c'est un peu ça, c'est comment, je vais vous donner un exemple, mais avec la loi Egalim, notre marché autour des denrées alimentaires à la cantine, dire qu'on veut une salade locale, c'est compliqué, mais vous allez mettre un délai de fraîcheur.
Et ça, vous pouvez mettre un délai de fraîcheur à 24 heures, ce qui permet par exemple à la ville de Blagnac, puisqu'ils sont avec nous, d'avoir une salade blagnacaise. Donc c'est justement l'intelligence de mettre justement de l'injonction bien faite pour que le marché serve le territoire. L'exemple typique, c'est on a un client qui est notre transporteur SNCF français, on lui loue des smartphones dans une de ses divisions à Paris. On a 6200 smartphones et on les rentre au mois de mars. Voilà, donc on va rentrer, pas 6200 parce qu'il y en a qui ne vont pas rentrer, mais on va rentrer 4 à 5000. Moi, je suis obligé de me battre pour trouver des clients. 70% de ce qui va rentrer va être en grade A. Ils vont tous passer chez 6. Donc nous, on en traite à peu près 20 000 par an. Voilà. J'ai pas de clients pour les écouler. Donc on va les envoyer sur back market, etc. Alors que typiquement, la région Occitanie, la loi Rennes, il y a 6000 agents, il y a des smartphones. Ben voilà, c'est typiquement ce genre de marché qui répond aux besoins de tout le monde. Et tout ça, c'est fait localement, même si on n'a pas le droit de le dire. Mais voilà, on traite des quantités très importantes. Une autre question? Oui, si on est là pour ça. Merci beaucoup. Julien Masson, du coup, je suis chef de projet dans une entreprise de services numériques. On a beaucoup parlé de matériel informatique. Mais peu en fait de services et potentiellement d'infrastructures. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous vous penchez de votre côté aussi? Parce que tout ce qui est data center, ce sont des choses qui sont très consommateurs de ressources. Nous, je sais qu'on a des actions en interne sur la RSE, par exemple, pour réduire nos mails, ce genre de choses. Est-ce que quand vous choisissez des solutions, vous regardez aussi les plateformes d'hébergement et ce qui est infrastructure? Alors, là où il faut, oui, on regarde ça. Là où il faut qu'on fasse attention, parce qu'on a des homologues, vous l'avez compris, notre réseau est assez récent et on a vu des retours d'expérience côté notamment territoire nantais, où ils sont allés très loin sur les considérations environnementales. Après, il faut que ça soit lié à l'objet du marché. C'est-à-dire que, effectivement, de l'hébergement, quand on achète des solutions, c'est des choses qu'on va regarder, mais il faut que ça soit cœur de réacteur, quoi. Donc, effectivement, quand je parlais de l'analyse cycle de vie, d'une prestation, etc., ça va être justement aller jusqu'à où est-ce que c'est hébergé. Et là, il va falloir qu'on ait une attention particulière sur les solutions qui sont proposées. Après, peut-être sur l'UGAP... Non, mais les questions que vous posez, évidemment, nos clients, enfin les acheteurs publics, ont les mêmes préoccupations sur les data centers, sur les conséquences de l'infra en matière environnementale. Ça, c'est des vraies questions. Nous, on a des possibilités de les accompagner là-dessus dans leur réflexion pour essayer d'avoir des espaces consacrés à leurs serveurs s'ils veulent les conserver physiquement ou rester sur des solutions locales qui vont améliorer l'environnement proche par des techniques de free cooling et essayer de diminuer le plus possible l'impact environnemental induit et consécutif à cela. Après, l'ensemble des préoccupations environnementales se pluguent sur tous les moments d'usage en matière numérique, que ce soit sur l'infra comme sur les usages finaux, ça c'est certain. Merci. Oui, pardon. Encore rien de de la métropole de Montpellier. On a des sujets aussi avec le Green IT où on présente évidemment beaucoup de choses autour des matériels recyclés, reconditionnés, etc. Et puis aussi sur la loi AGEC. Du coup, la loi AGEC, il y a pour moi personnellement un chiffre, le premier chiffre qui est sur l'achat, le fait qu'on doive normalement acheter au moins 25% de matériel reconditionné ou avec des matériaux recyclés, voilà. Et en fait, c'est justement cette dernière modification qui, pour moi, fait perdre la valeur un peu de la loi AGEC. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on peut acheter très bien du matériel neuf avec 20% de plastique recyclé et il est considéré comme compté. C'est un peu dommage. On perd avec cette modification, on perd un peu plus d'engagement. Mais ça permet en même temps de tenir les chiffres parce qu'effectivement, en fait, on peut pas acheter. Une métropole ne peut pas acheter 100% de son parc en reconditionné. Déjà, ça n'existe pas. Il n'y aura pas le nombre suffisant. C'est pas possible. Il faut le maintenir, etc. Et puis après, si on le renvoie en reconditionné aussi, il y a un autre sens, c'est qu'il faut quand même envoyer au moins 50% de nos matériels, pareil, vers le 3R, on appelle ça. Et donc, ça veut dire qu'on va en plus d'ailleurs racheter nos propres matériels qu'on a renvoyés. Donc c'est un peu tordu. Voilà, il y a ça. Et je voulais parler aussi du Green IT parce qu'en fait, il y a un sujet qui est intéressant. Du coup, j'informe aussi. C'est qu'on va se poser la question, on va parler d'un projet Icon, et on se pose la question de comment construire nos matériels, comment acheter des matériels déjà pensés pour le reconditionnement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent avec des professionnels du reconditionnement pour réfléchir comment construire à la base un matériel qui est reconditionnable ou réutilisable plus facilement, etc. Donc c'est vraiment une autre manière de penser le matériel, et c'est un sujet qu'on va présenter. Et il y a aussi un autre point encore, quand on achète
Ça intéresse aussi les achats. Donc il y a des clauses, évidemment, des critères quand on va acheter. On parle beaucoup de critères quand on parle d'environnement, parce qu'il n'y a pas encore trop de clauses autour des achats numériques. Et il y a un point, c'est que quand on achète par exemple un PC, on commence à se poser la question de les PC ou qu'ils aient une option déjà de blanchiment, parce que ça prend du temps, c'est économique aussi quand on veut envoyer du matériel. Il faut le blanchir, et souvent ce temps-là on l'a pas pour le blanchir. Et donc déjà dès la base, dès l'achat, on réfléchit à acheter des PC qui auraient une touche qui permette de blanchir, sécurisé, on ne va pas appuyer sur une touche, qui permette de blanchir, donc nettoyer tout le PC en une touche. Et ça permettrait plus facilement justement d'envoyer ce matériel en réforme et à reconditionner plus rapidement, parce que des fois ils attendent pendant des années à être réformés juste parce qu'on n'a pas le temps de le blanchir. Et du coup, ils ont perdu leur valeur. Voilà. Donc réfléchir dès l'achat à ce genre de choses. Ah, tu veux rajouter un mot? Allez. Mais oui, ça décante. Il reste 10 minutes, mais ça va, c'est long 10 minutes. Donc ça devient intéressant de parler de la conception, de l'éco-conception et de réfléchir sur un matériel neuf à sa seconde vie. Je veux juste rajouter, parler donc de Fairphone, qui est assez connu pour avoir un téléphone complètement réparable, et aussi développement d'une entreprise qui développe des PC, j'ai oublié le nom. Mais je suis totalement d'accord, et c'est pour ça que je vous invitais à venir voir ce qu'on fait chez nous pour essayer de mieux acheter en pensant à la seconde vie. Mais il y a aussi un dilemme, c'est que nous affrontons pourquoi dans la loi il y a 20% de matériel recyclé. C'est parce qu'il y a eu du lobby des vendeurs neufs qui ont essayé de garder le business quand même. Et nous nous attaquons aux GAFA quand nous essayons, nous tous les jours, notre plus gros ennemi, ça reste Apple. Quand Apple met en place des systèmes pour brider, pour essayer de rendre la tâche encore plus compliquée pour la réparation. Nous, on est 6, on est à Toulouse, on a nos fers et notre microscope. C'est la plus grande entreprise du monde et ils ont des milliers d'ingénieurs qui développent les futurs produits. Mais c'est pour essayer de dire par cela, d'essayer d'aller avancer dans la législation pour essayer de forcer ces constructeurs à revoir leur business model et à essayer de revoir aussi leur conception. Et on travaille avec une fédération qui s'appelle Aircube, donc la Fédération du réemploi, de la réparation et de la réutilisation à Paris, sur toutes ces thématiques-là. Mais je suis très conscient, et c'est bien que la partie acheteur soit consciente de ces dilemmes-là, aussi être conscient qu'en face, on est David contre Goliath. Voilà. Merci, oui. On le voit bien, hein, la discussion s'ouvre et le chemin des solutions s'ouvre également. Le temps ne va pas être suffisant pour aller au bout de la discussion, mais je vous encourage toutes et tous à continuer de discuter. Et je voudrais, pour aller vers la fin, justement aborder cette question de la poursuite de la discussion, de la synergie aussi, puisque voilà, on voit la métropole de Montpellier connaît l'UGAP connaît le SICOVAL, Coffin se connaissent, voilà, etc. Mais j'ai envie de dire, au regard de ce qu'on a abordé, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de trouver la solution, de créer l'appel du 24 septembre ou l'appel de la salade blagnacaise, enfin je ne sais pas, on l'appellera comme on veut, parce que justement, bien sûr, il y a la loi, ses contraintes et ses réglementations, mais il y a aussi les idées à mettre en commun. Alors je me tourne vers vous trois et chacun votre tour. S'il y avait un mot de conclusion en disant voilà ce à quoi on pense comme chose essentielle à faire dans la période qui vient pour justement se mettre en synergie, pour faire avancer les solutions, quelle serait votre réponse? Qui veut répondre? Sébastien? Bon, je vais commencer. Nous, la première des synergies, ce serait par exemple, là je me tourne vers Resoc, ce sont des acteurs qui sont récents dans notre paysage, on va le dire comme ça, et on est tout à fait intéressés pour pouvoir se rapprocher d'eux et effectivement entendre un petit peu leur logique propre qu'ils représentent. Ça déjà, c'est un premier geste qui nous permettrait, donc sur l'échelle d'une région comme la nôtre, de pouvoir entendre d'autres sons, d'autres sources de problématiques qui nous permettraient de mieux coller encore aux usages qu'ils représentent. Merci pour l'invitation, vous êtes les bienvenus. Et ce qui marche vraiment très très bien, c'est les rencontres acheteurs-fournisseurs qu'on peut organiser. Alors on n'en a pas encore fait sur le numérique, ça vaudrait peut-être le coup, il faudrait qu'on en parle à nos adhérents administrateurs. Mais justement, monter une rencontre qui permettrait de faire vraiment massivement capter l'innovation des territoires et voir, parce que la problématique, c'est les tireurs isolés, même quand ils sont de bonne volonté. C'est-à-dire qu'ils vont aller loin dans un sens, mais si vous n'avez pas une communauté d'usage d'acheteurs publics qui vont, tel un phare, éclairer dans une direction,
l'offre du territoire elle va pas y aller parce que ça va être un isolé. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de massifier ces bonnes pratiques, ces retours d'expérience vertueux en faveur de l'environnement et en faveur du social, pour justement imaginer, et alors c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je vais vous parler juste 2 secondes du bâtiment. Quand on a monté ce projet européen autour de l'économie circulaire dans le bâtiment, aujourd'hui, on est en train de restructurer la filière économique occitane. Et on a vu 2 structures qui emploient chacune 20 personnes qui s'est construite par rapport à cette demande. Donc ce qu'on a fait dans le bâtiment, je pense qu'on peut vraiment le faire dans le numérique parce que on a quand même 2 belles métropoles qui sont engagées sur ces terrains de jeu. Et je pense modestement qu'on a tout pour réussir. On a et la demande et l'offre. Donc il n'y a plus qu'à. La solution, s'il y en a une, au moins une. Alors, moi, j'ai noté qu'il y avait des réunions qui vont se monter. Je remercie la mêlée du rôle aussi de mettre et de faire le lien, d'avoir permis qu'on puisse travailler avec l'UGAP, qu'on se rencontre aujourd'hui avec Résoc et d'aller plus loin. Donc, avec grand plaisir de participer à ces fameuses journées achats fournisseurs. Après, j'allais dire, en attendant qu'en termes d'éco-conception, on ait avancé, n'hésitez pas, parce que le blanchiment, on peut le faire. Donc, s'il y a un goulot d'étranglement chez vous, n'hésitez pas. Et plus sérieusement, j'allais dire, oui, je suis intimement convaincue que si on arrive à faire, au niveau de la région, du territoire, se mettre tous autour de la table, hein, les petits, les grands, ceux qui maîtrisent le formalisme et ceux qui sont concernés, en tout cas, on est partant. Super. Voilà, merci. Je pense qu'on peut s'arrêter sur ces mots-là. Moi, je vous incite vraiment à tenir vos engagements au sens noble, voilà, puisque cette mêlée numérique sert aussi à cela. Voilà, on a posé les jalons d'une discussion qui est assez intéressante. Il faut vraiment que les solutions se partagent. Et vous le disiez, Jean-Baptiste, ne restez pas isolés, voilà, parce que sinon, ça peut créer des difficultés. Moi, je propose, il nous reste 3 minutes, mais voilà, on va gagner du temps. Je remercie Gilbert Carpentier pour la réalisation. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. L'UGAP, voilà, je vous en prie. Je crois qu'il y a, au moment du déjeuner, dans le hall, une petite prise de parole de l'UGAP, avec notamment quelques mots sur une nouvelle offre qui va bientôt sortir, qui s'appelle Territoire de demain, avec nos partenaires de SCC, qui sont là dans la salle, que je remercie, que je cite. Merci.